Yacine, vous êtes là? Oui, on est là. Très bien. Tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions et faites-le dans la conversation, s'il vous plaît. Et à la fin, on reprendra un temps de questions-réponses, éventuellement à l'oral, si le temps nous le permet. Et sinon, pareil, on fonctionnera avec la conversation. Merci à tous d'être présents. On est ravis de vous accueillir au webinaire QR Code augmenté GS1, co-organisé par les AREA de France et GS1 France. Et je vais laisser la parole à Vincent et Yacine pour aborder le sujet. Merci Clotilde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour nous aussi, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui devant vous, même si c'est en distanciel. On voulait déjà remercier le réseau des AREA de France pour cette invitation et plus spécifiquement Clotilde et Nathalie donc, qui nous ont aidés à organiser ce webinaire pour parler d'un sujet euh, a priori que vous en avez tous déjà entendu parler, ou en tout cas ça a suscité votre intérêt puisque vous êtes inscrit, c'est le QR code augmenté GS1 qu'on peut considérer comme le nouveau symbole du commerce parce que c'est ce qui va remplacer de manière progressive quelque chose que vous avez toutes et tous sur vos produits, c'est le code barre, donc qui est un standard GS1. Le QR code augmenté GS1 est aussi un standard GS1 comme son nom l'indique. Donc, on va prendre juste quelques petites secondes pour se présenter aussi, nous deux. Donc, Vincent Remonquet, moi, je suis responsable de marché sur la filière des produits grande consommation chez GS1 France depuis 2 ans et demi à peu près. J'anime donc cette communauté au travers de différents outils qu'on a à disposition. J'y reviendrai pendant le webinaire, à la fin du webinaire, notamment une communauté d'intérêt qui est ouverte à tous les adhérents et non-adhérents de GS1 France pour parler du QR code augmenté GS1. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Yacine Meki, je suis consultant au sein de GS1 France. Donc ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis chez GS1 et donc mon rôle c'est d'accompagner nos adhérents dans la mise en place technique des standards GS1 et notamment le QR code augmenté GS1. Voilà, et comme Clotilde l'a indiqué, on va se laisser à peu près 30 minutes, je pense, d'échange à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et puis, vous pouvez aussi indiquer les questions dans le chat. Alors, pour débuter ce webinaire, on aimerait parler un petit peu de vous pour commencer et surtout de vos enjeux qui se multiplient depuis plusieurs années maintenant, hein, que ce soit des enjeux business et ou réglementaires d'ailleurs. Alors, il y a quelques indications de ces enjeux. C'est bien sûr une liste non exhaustive, mais euh, en termes d'enjeux, vous avez le fait de favoriser l'expérience consommateur, de personnaliser l'expérience client, de donner plus d'informations, par exemple, sur la qualité de vos produits, sur la transparence des produits, des ingrédients que vous allez utiliser, etc. Et ce aussi pour susciter des actes d'achat. Donc la personnalisation, normalement, lorsque vous vendez des produits, est importante et la communication avec le consommateur. Vous avez aussi des enjeux liés à l'économie circulaire. Je pense que ça parle à tout le monde aujourd'hui. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur filière, sont impliquées dans cette transition du linéaire vers le circulaire. Donc il y a des enjeux de durabilité et de RSE, par exemple sur le recyclage ou le réemploi des emballages ménagers. Où il y a des questions aussi de traçabilité, notamment sur le food, par exemple, pour tendre vers pratiquement le risque zéro lors des retraits rappels pour mieux sécuriser le consommateur. Et depuis plusieurs années maintenant, je ne vous apprends rien, il y a plusieurs scores qui apparaissent, qui peuvent être intégrés au produit, comme le Nutri-Score, l'affichage environnemental, Origine Info, etc. Et ça fait finalement de plus en plus d'informations, de données produits à transmettre aux consommateurs ou aux acteurs avec lesquels vous travaillez. La problématique étant que, a priori, vous avez toujours la même place sur le packaging, puisque ces packagings ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, il y a de ça plusieurs années déjà. En reprenant tous ces enjeux-là, les acteurs du marché, que ce soit les industriels, les retailers et GS1 dans sa perspective internationale, se sont réunis pour savoir s'il y avait
pour se demander en tout cas s'il n'y avait pas un standard qui pourrait répondre d'un seul coup à l'ensemble de ces problématiques. Alors, la réponse est forcément oui, puisqu'on ne serait pas là aujourd'hui sinon. C'est le QR code augmenté GS1 et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va aller en profondeur pendant 1 heure pour vous présenter tout cela. Donc, au programme du webinaire, on présentera ou on représentera GS1 France très succinctement pour ceux qui ne connaissent pas encore. On présentera aussi le QR code augmenté GS1 dans son aspect de structuration. Qu'est-ce que c'est en tant que standard? Qu'est-ce qu'il permet aussi au travers des usages possibles? On ira aussi ensuite sur un terrain qui est très concret, c'est où en est le déploiement aujourd'hui, que ce soit sur les marques ou côté distributeur. Donc on vous donnera des exemples à la fois en France et à l'international. On passera ensuite à des exemples concrets. Et il y aura notamment Marie Ogui de Berry-Grain, donc qui ont déjà apposé le QR code augmenté GS1 sur certaines de leurs références produits qui sont déjà en magasin. Donc on aura un témoignage dans ce sens de Marie Ogui. Et pour finir cette présentation, donc on vous indiquera comment GS1 France peut vous accompagner au travers des différents services qui sont mis à votre disposition. Voilà, donc GS1 France, a priori, vous nous connaissez déjà pour une chose que vous avez toutes et tous sur vos produits, c'est le code barre. Le code barre, c'est ce qui existe depuis plus de 50 ans. C'est ce qui a permis de créer GS1 d'ailleurs. Un chiffre intéressant à vous indiquer, c'est qu'il y a 10 milliards de bips chaque jour dans le monde depuis plus de 50 ans. Pour vous donner un ordre de comparaison, le nombre de recherches Google par jour, il est de 8,5 milliards. Donc c'est vous dire aussi l'importance du code barre dans le commerce mondial, dans le commerce du retail aujourd'hui. Donc c'est un standard, le code barre, et plus spécifiquement les 13 chiffres que vous avez sous le code barre qu'on appelle aussi GTIN, Global Trade Item Number, ou que certains nomment aussi EN13, GENCODE, etc. Donc c'est un standard planétaire qui va permettre d'identifier les produits de manière unique tout au long de la supply chain. Chez GS1, on a 3 piliers qui sont très importants. Identifier, donc on va identifier, je le disais, des produits, on peut aussi identifier des lieux, des unités logistiques au travers de différents standards. Donc le GTIN, c'est ce qui va permettre d'identifier le produit au travers du code barre. On a aussi par exemple le GLN, qui signifie Global Location Number. C'est ce qui va permettre par exemple d'identifier des parcelles agricoles ou encore des entrepôts par exemple. Une fois qu'on a identifié ces choses, on va pouvoir capturer de l'information au travers de différents porteurs de données. Donc par exemple le code à barre, le QR code ou encore les puces RFID. Il y a aussi dans les codes de données, vous avez par exemple le Data Matrix. Le Data Matrix, c'est ce que vous pouvez retrouver sur les boîtes de médicaments, par exemple. Et le QR code, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Identifier et capturer, c'est très important. Maintenant, il ne serait rien sans le troisième pilier qui est le partager. Partager de la donnée, et pour ça, il y a différents standards que peut-être vous utilisez, notamment l'EDI, l'échange de données informatisées. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'échanger avec vos partenaires des factures, des avis d'expédition, etc. Ou encore la GDSN. Alors, hein, peut-être un mot un peu barbare pour certains, mais pour la faire très courte, c'est ce qui va permettre d'échanger des fiches produits, notamment avec les distributeurs. GS1, c'est un organisme assez particulier qui est neutre et à but non lucratif. On a été créé, je l'ai dit, il y a cela plus de 50 ans par les entreprises, et on est au service des entreprises, on est au service du commun, de la collaboration. D'ailleurs, notre comité de surveillance à nous, GS1 France, est composé d'entreprises. On est une entreprise, voire même une fédération, on pourrait l'appeler comme ça, internationale et locale, puisqu'on est présent dans 150 pays utilisateurs du système GS1 et représenté par 118 organisations GS1 en local.
On a à peu près 2 millions d'entreprises adhérentes au travers du monde et on a 58 000 adhérents en France. Donc, 2 mots pour terminer sur GS1 et GS1 France. Il y a, les 2 mots sont collaboration et inclusion. Inclusion, ça veut dire que les standards GS1, ils sont faits pour pouvoir être utilisés par toutes les typologies d'entreprises à partir du moment où vous êtes adhérent à GS1. Et a priori, dans ce webinaire, vous êtes tous adhérents puisque vous vendez dans le retail et vous utilisez à minima un code barre. Donc, vous pouvez utiliser l'ensemble des standards GS1 à votre disposition. Collaboration, c'est aussi essentiel pour nous parce que on va réunir des acteurs, parfois qui sont concurrents entre eux, pour parler de besoins communs, de problématiques communes qu'on pourrait solutionner au travers des standards GS1. Et donc, ces discussions, cette collaboration va amener à des discussions qui vont faire naître des règles communes, qui vont faire consensus et qui vont créer des standards, ou en tout cas faire évoluer des standards GS1 existants pour pallier aux problématiques qui ont été indiquées par le marché. Voilà, pour la présentation de GS1, j'espère que, en tout cas pour vous, c'est clair, et sinon on pourra y revenir tout à l'heure. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le QR code augmenté GS1, c'est ça qui va remplacer de manière progressive, sans qu'il y ait de réglementation. Je tiens tout de suite à le signaler pour ceux qui se posent la question, qui va remplacer le code barre pour répondre aux enjeux que je vous ai indiqués, notamment lors de l'introduction. Donc 2 messages clés à vous faire passer avant d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'on est sur une ambition qui est internationale. Cette phase de transition entre le code barre et le QR code augmenté, ce n'est pas juste le fait de la France, c'est le fait de l'ensemble des pays qui utilisent par exemple aujourd'hui le code barre. Ça indique qu'en fait, il y a un réseau de distributeurs à l'échelle mondiale qui devrait être prêt à la fois à lire les codes 2D, donc notamment le QR code augmenté GS1, et à interpréter les données qui vont être encodées dans des codes 2D et dans l'ensemble des points de vente d'ici à fin 2027. C'est une ambition, fin 2027, mais voilà, il y a une date qui est posée. Le deuxième message clé qui est important, c'est que cette transition, c'est quand même un changement majeur dans le retail au niveau mondial. Il y aura une phase de cohabitation sur le packaging où on va retrouver le AN13 et le QR code augmenté GS1, sans doute même plusieurs années après 2027. Aujourd'hui, il n'y a pas de date de fin ultime du code à barre, mais l'ambition, c'est bien que le QR code augmenté GS1 remplace à terme le code à barre. Et je vous montrerai d'ailleurs un exemple en France où il y a déjà des produits où il n'y a plus de code à barre, il n'y a plus qu'un QR code augmenté GS1. Donc, si on entre un petit peu plus dans le détail, vous pouvez peut-être vous poser la question de comment se structure un QR code augmenté GS1. C'est tout d'abord un QR code classique, hein, vous avez l'habitude d'en flasher dans les restaurants, vous pouvez les retrouver dans des publicités, etc., etc. C'est un outil de capture, c'est pas un standard en tant que tel GS1. D'ailleurs, ça a été créé pour l'anecdote dans les usines de Toyota. Donc, c'est une technologie qui est libre de droit que GS1 utilise. Donc, ce QR code, déjà, il a plusieurs avantages par rapport au code barre. Il est plus petit qu'un code barre, il peut contenir plus d'informations, il est aussi plus lisible et donc plus fiable, et il a la même vitesse de scan pour le passage en caisse notamment. Il y a des tests en laboratoire qui ont été effectués dans ce sens. Maintenant, ce qui fait qu'il est augmenté GS1, c'est quand on y associe un standard qui s'appelle le GS1 Digital Link. Donc ce GS1 Digital Link, il va permettre de donner accès à des informations online. Donc en fait, il y a un lien web, c'est l'Internet, ça donne accès à l'Internet, et à des informations offline, parce qu'il va permettre d'encoder des données produits. Par exemple, le GTIN, les 13 chiffres que vous avez dans le code barre, on va pouvoir l'encoder dans un QR code. C'est ça qui, demain, permettra, au même titre que le code barre, le passage en caisse. Donc, ce QR code augmenté GS1, comme tout QR code classique d'ailleurs, peut être lisible par des smartphones, donc va pouvoir parler à vos consommateurs,
mais aussi il va pouvoir être lu par les systèmes de caisse qui ont des lecteurs basés sur le 2D. Ce que vous voyez au milieu de l'écran ici, là, qui est au travers du QR code, c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu, mais c'est ça en fait le GS1 Digital Link. C'est ça le standard GS1 qui fait que c'est un QR code augmenté. Il se compose de deux informations qui sont obligatoires à respecter pour être en conformité avec le standard. C'est déjà un nom de domaine, donc le HTTPS exemple.com, le nom de votre marque, hein, bien entendu, et suivi d'une clé d'identification du produit qui serait les 13 chiffres que vous avez sous le code barre. Donc c'est ça qui va permettre demain de faire l'appel prix en caisse notamment. Ça, c'est les deux informations obligatoires. Maintenant, pour répondre à d'autres enjeux, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, encoder d'autres données produits complémentaires, comme un numéro de lot ou encore une DLC. On peut imaginer, alors on en parlera tout à l'heure, mais en encodant le numéro de lot, on pourrait imaginer demain un blocage automatique en caisse par des produits qui sont incriminés par un retrait-rappel de produits. Le 17, enfin la DLC, pardon, la date limite de consommation, on pourrait imaginer de faire des décotes automatiques en caisse en fonction de la date d'échéance du produit. Voilà, donc j'ai fait une transition pour Yacine justement pour parler plus spécifiquement des usages possibles du QR code augmenté GS1. Exactement. Donc là, on vous a parlé un peu de ce que c'est que le QR code. Maintenant, on va essayer de se projeter un peu sur les cas d'usage qui sont possibles. Mais avant ça, je souhaiterais parler de différentes structurations de QR code euh, et de typologie d'impression. Donc, on a le QR code classique qui permet aujourd'hui d'atterrir sur une page web, qui ne permet pas le passage en caisse, où il n'y a pas le standard GS1 dedans. Donc ça, c'est ce qui est utilisé pour des usages marketing, dans les restaurants, etc. On a le QR code augmenté avec la préimpression au jetting. Donc ça, c'est le QR code où on a uniquement l'information de jetting qui est encodée, donc comme vous le voyez avec la balise 0,1. Donc ça qui permet par contre le passage en caisse. Et donc lui qui peut être préimprimé dans le sur-packaging. Et on a le QR code augmenté GS1 qui est imprimé en ligne de production, qui permet lui par contre d'avoir plus d'informations encodées dans le QR code parce qu'on a des informations de production. Je pense au numéro de lot, à la DLC. C'est une liste non exhaustive, hein. On peut mettre plusieurs balises dans ce QR code-là en fonction de vos cas d'usage. On ne l'a peut-être pas expliqué, mais quand on parle de balise numérique, enfin le slash 01 slash ou le slash 10 slash, en fait, c'est ce qui va être lu par les systèmes de caisse. En gros, quand un système de caisse va avoir un slash 01 slash, il va savoir automatiquement que derrière, c'est un JETIN. Le 10, il va savoir automatiquement derrière que c'est un numéro de lot. C'est ça qui va créer C'est des des enquêtes de usages. données en fait qui permettent de créer un attendu au niveau des systèmes de caisse pour créer la capture et récupérer les informations Hmm. qui sont encodées dans le QR code augmenté. Je vais passer à slide. Alors, au niveau des impacts en fonction de différentes typologies d'impression, sur l'impression préimprimée, on n'a pas d'impact majeur hein, parce qu'on n'est pas sur la ligne de production. On doit juste se respecter les recommandations de marquage et le positionnement du 2D, notamment quand il y aura lors de la cohabitation avec le AL. Il faut respecter aussi la structure du GS1 Digital Link pour être sûr que les systèmes de caisse puissent interpréter le 0,1 comme ce l'était dit précédemment. Donc, il y a une structure aussi à respecter. Pour ça, il faut aussi à notre sens, créer une équipe de projet en interne pour que vous puissiez suivre ce projet qui est le QR code, qui est un projet qui est vivant. Et justement, ce projet vivant, nous, on conseille de créer une page web spécifique à la référence produit, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Dans un premier temps, lors du déploiement, on va pouvoir avoir une page, une landing page, une page qui parle de votre groupe, où tous les QR codes augmentés redirigeront vers cette page-là pour être plus flexible au niveau des développements. Au niveau de l'impression en ligne, il y a un peu plus de contraintes parce que cette fois, l'impression, enfin, pour imprimer le QR code, on aura besoin d'informations de production. Donc, l'impression doit se faire durant la production. Donc, il y a toute une notion de cadence à gérer. Et donc, il y a toute une adaptation des systèmes d'impression qui doivent être faits sur ligne et aussi des contrôles des QR codes. Donc, ce qu'on sous-entend, c'est que chaque QR code généré avec un numéro de lot différent devra être généré une nouvelle fois. Donc, typiquement, sur le lot A, dans la même journée, on va avoir une génération d'un QR code et pour le lot B sur cette même journée, donc on va devoir générer un nouveau QR code dans cette ligne de prod. Et donc, c'est quelque chose qui se fait de façon dynamique lors de la production. Donc là, on va faire un petit focus sur les cas d'usage qu'on pourrait avoir au niveau de la préimpression.
Donc avec les informations, comme on disait, statiques. Donc là, on prend le cas en information statique, on parle principalement du GTIN, donc du code article et de la CPV, donc la variante produit. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est l'engagement consommateur. Dans un premier temps. Donc, on peut imaginer qu'en magasin, le consommateur scanne son produit et accède à des coupons de réduction. On peut imaginer aussi des expériences en réalité augmentée pour pouvoir tester le produit. On pense notamment à la cosmétique à ce niveau-là, mais on peut avoir différents cas d'usage à ce niveau-là. On peut aussi avoir aussi un lien sur un questionnaire de satisfaction pour le produit, ce qui vous permet d'avoir un vecteur de communication qui est quand même puissant avec vos consommateurs. Aujourd'hui, comme Vincent le disait aussi au préambule, on a des packaging qui sont de la même taille, voire plus petits pour des enjeux RSE, et on a de plus en plus d'informations qu'on va devoir mettre dedans. Donc, on a aussi tout l'aspect packaging étendu. On va pouvoir typiquement parler un peu plus de l'histoire du produit. On peut prendre le cas d'informations sur le terroir d'un vin, de l'accès à des recettes pour un produit, à des tutos ou des notices de montage aussi qui peuvent être intéressants. Pour les produits sans emballage, là notamment, on peut penser au vrac, où aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune information, mis à part le minimum réglementaire sur le packaging, bah, on peut quand même transmettre différentes informations sur le conseil d'utilisation, etc. Concernant le recyclage, on pourra aussi imaginer que demain, le consommateur scanne ce produit-là et des consignes sur comment je peux recycler mon produit, où sont les points de collecte proches de chez moi, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je le disais, le QR code est vivant. Donc, on va pouvoir rediriger le consommateur en fonction d'un contexte, que ce soit en magasin, que ce soit chez lui, en fonction aussi d'une temporalité. Typiquement, on peut imaginer qu'un produit sera scanné en période des fêtes de fin d'année et qu'il va y avoir tout un jeu concours lié aux fêtes de fin d'année et qu'à partir du 2 janvier, les redirections se refont sur la page standard sans changer le QR code. Donc c'est toute cette notion-là aussi qui est intéressante. La vie de cette page-là est aussi intéressante. Et si je peux peut-être donner un exemple aussi de cette personnalisation, parce que ça parlera peut-être aussi à tout le monde. Imaginez demain, vous êtes consommateur, vous allez en rayon, vous scannez un paquet de farine qui a un QR code augmenté GS1, vous le scannez en rayon, vous allez être redirigé vers la page produit du paquet de farine avec les informations nutritionnelles, etc. Vous l'achetez, vous mettez votre paquet de farine dans vos placards, vous décidez de le rescanner à un autre moment donné, à une autre date, qui se trouve être la date de la chandeleur. Vous rescannez ce QR code augmenté GS1, et ben là, vous allez être redirigé non plus vers les informations nutritionnelles, mais vers, par exemple, une recette pour faire des crêpes, parce que c'est le jour de la chandeleur. Et ça sera la marque qui l'aura paramétré aura dit que, bah, vu le contexte de scan, je sais que cette date-là est importante liée à mon paquet de farine. Je redirige mon consommateur vers une autre information qui est spécifique à ce contexte. On pourrait le faire avec la géolocalisation, comme l'a dit Yacine, etc. Exactement. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment un vecteur fort de communication que vous pouvez mettre en place avec votre communication et avoir tout un plan de com sur vos produits tout au long de l'année en fonction des différentes temporalités de vos produits. Là, on va passer un peu sur les cas d'usage au niveau de l'impression en ligne, donc avec les informations dynamiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on s'était dit précédemment sur l'impression statique vaut pour l'impression en ligne, parce qu'on va quand même garder les informations de GTIN qui permettent de faire ces premiers cas d'usage. Mais en plus de ça, on va pouvoir en ajouter d'autres. Et là, pour le coup, on en a trois. On en a ciblé trois. En fait, on a une infinité de possibilités, mais on a préféré vous en présenter trois, notamment le retrait-rappel. Retrait-rappel, il peut se faire par différents biais. On peut imaginer que en magasin, enfin, vous, en tant qu'industriel, vous avez communiqué un numéro de lot qui est rappelé. Le magasin va le saisir dans son système de caisse de façon automatique. C'est des process qui peuvent être mis en place. Et donc, demain, si les systèmes de caisse de ce distributeur-là reconnaissent un numéro de lot qui est rappelé, il y a un blocage au niveau du système de caisse. Donc, aucun produit rappelé ne pourra être vendu chez ce distributeur-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à la maison, le consommateur a déjà acheté son produit avant que le numéro de lot soit rappelé. Et bien, il va pouvoir directement scanner son produit et se rendre compte si ce numéro de lot est rappelé ou non. Ça permet d'éviter le gaspillage.
et de faire en sorte que le consommateur soit rassuré. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce retrait rapide, c'est vraiment un vecteur de gaspillage énorme au sein des consommateurs et c'est quelque chose qui peut faire perdre beaucoup en notoriété. Moi, j'ai eu des retours de certains industriels qui nous ont fait part depuis il y a eu un rappel sur un produit, on a perdu beaucoup de parts de marché à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment super important de pouvoir rassurer les consommateurs et de montrer que la situation est sous contrôle. Il y a aussi une autre notion qui est l'anti-gaspillage. Typiquement, on peut penser aux dates courtes. Si la date limite de consommation est encodée dans le QR code, on peut faire des blocages en caisse si la date est effacée, ou si la date se rapproche, faire automatiquement des réductions appliquées au niveau des systèmes de caisse. Et en plus de ça, ça permet aussi de faciliter les entrepôts, la gestion des stocks au niveau entrepôt et en mise en rayon de magasin. Dernier point qu'on a voulu mettre en avant, c'était la traçabilité. Donc, avec une granularité un peu fine au niveau de l'identification du produit, on va pouvoir identifier d'où vient le produit, quelle zone de pêche provient ce saumon, la production de miel, etc. Et ça va permettre d'avoir beaucoup plus de contenu, de traçabilité et d'éthique, entre guillemets, que vous allez pouvoir communiquer à vos clients de façon spécifique en fonction de chaque produit. Et là, pour vous donner un exemple peut-être concret sur la traçabilité à l'origine, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà fait l'expérience, mais sur certains produits, vous allez scanner un QR code classique cette fois-ci, pas augmenté. Vous allez être redirigé vers une page où vous allez devoir rentrer par exemple le GTIN, suivi du numéro de lot, suivi de la DLC, etc. Et à partir de là, vous allez être redirigé vers en fait les informations, par exemple, sur quel producteur, quel éleveur est à l'origine de mon produit, etc. En soi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui allons faire la saisie de ces trois informations-là pour arriver à cette page web. Ce que permet le QR code augmenté GS1, s'il y a déjà le numéro de lot qui est encodé, c'est qu'en fait, cette page où vous avez les informations sur le producteur ou l'éleveur, c'est automatique. C'est en un scan, vous n'avez rien à rentrer manuellement. Donc c'est ça aussi, le fait qu'il soit augmenté GS1 a toute sa crédibilité là-dessus. Vincent, Yacine, Oui, on a une question oui. de Willy. Est-ce que il sera possible de ne plus afficher les valeurs nutritionnelles sur les étiquettes et de les mettre uniquement accessibles via le QR code, comme vous l'avez évoqué pour les raisons de packaging, Mm. réduction de packaging RSE? Alors, tout ce qui est lié à de la réglementation, ce qui doit être présent sur le packaging, qui doit être lié aux normes INCO, etc. euh, si ça doit être en dur sur le packaging, ça doit rester en dur sur le packaging. On ne peut pas, en fait, les standards GS1 ne peuvent pas se substituer et Oui, je ne suis d'accord. doivent pas se substituer Ah, d'accord. à la réglementation. Donc ça, c'est par exemple le fait qu'il y ait le numéro de lot doit être affiché en dur sur le packaging, ça restera tel quel. Par contre, on peut tout à fait encoder ce numéro de lot dans le fameux GS1 Digital Link et c'est ça qui va permettre des actions de traçabilité, des actions d'amélioration du retrait-rappel, etc. Mais voilà. Pour répondre à votre question, on ne se soustrait pas au travers des standards GS1 à la réglementation en vigueur en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions ou Pas d'autres questions dans la non? conversation. Ok, Merci, ça Vincent. marche. Oui, on a une question, nous, Ah, ici, de notre côté, pardon. Oui, comment oui. ça se passe actuellement quand le N13 ne passe pas en caisse? On peut taper les numéros en caisse. Comment ça se passe si le code barre, s'il y a une mauvaise impression ou quoi, ne passe pas en caisse? C'est une très bonne question en fait. Aujourd'hui, dans le standard QR code augmenté, on a toujours ces numéros-là qui doivent apparaître si c'est le seul code qui reste. Là, Vincent vous montre un exemple d'un produit sur lequel il y a uniquement le QR code augmenté et pas de N. Et donc, on voit que l'information GTIN, donc le code article qui permet le passage en caisse, est quand même écrit juste en Mm, dessous du QR code. ouais, Donc, c'est une solution de palliative, entre guillemets, qui doit rester mm, toujours présente avec le QR code. ouais. Le GTIN reste en dur sur le packaging, pareil. Que ce soit un code barre ou un QR code augmenté GS1. On Si n'est pas, c'était si, bien. quand il y a, en fait, lors d'une cohabitation, on peut ne pas le mettre sous le QR code s'il est déjà sous le EN.
Par contre, dès lors que le QR code est seul, il faudra obligatoirement le mettre en dessous de son QR code. Merci. Alors, donc là, on vous a présenté... Pardon, Ah oui, pardon. Vincent, on a une autre question. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser les dates de mise en place et de cohabitation EAN QR code augmenté et l'obligation de la bascule? Ouais, Il y en a tout une. à fait. Alors, c'est pas une obligation, hein, je le rappelle, il n'y a pas de réglementation derrière le fait de mettre un QR code augmenté GS1. Comme aujourd'hui, en soi, il n'y a pas vraiment d'obligation de mettre un code barre. Sauf que si vous voulez vendre dans le retail, il vaut mieux mettre un code barre pour être référencé dans la distribution. Ça, c'est le premier point. Pas de réglementation. Deuxième point, c'est la phase de cohabitation, en fait, elle est déjà en cours. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. La date de fin 2027 que j'ai indiquée au début, c'est plus une ambition, un objectif qui est notamment côté distributeur, d'être en capacité de lire et interpréter des codes 2D. Je vous explique pourquoi. En fait, le fait de passer à des codes 2D, notamment le QR code, ça implique que les distributeurs fassent des investissements sur leur système de caisse, donc le hardware. Ils doivent changer, si ce n'est pas déjà le cas, de système de caisse. Et donc, ils seront en capacité de lire à la fois le code barre et le QR code augmenté GS1. Ils pourront lire les deux en faisant ce changement. Et ils doivent aussi mettre à jour leur logiciel de caisse pour pouvoir séquencer, pour pouvoir interpréter le fameux GS1 Digitaling qu'on vous a montré avec le GTIN, le numéro de lot, la DLC, etc. Et donc, ce que j'ai indiqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de date de fin aujourd'hui du code barre. On est sur une transition qui doit se faire progressivement. Si on arrêtait tout de suite le code barre, ce serait compliqué. C'est un changement qui doit prendre plusieurs années, le temps de laisser aussi à l'ensemble des distributeurs, l'ensemble des acteurs du retail, de pouvoir lire et interpréter ces codes 2D et aussi pour les industriels, le temps de mettre en place ce QR code. Le code barre existe depuis plus de 50 ans maintenant. On est en train de le changer depuis, allez, à l'échelle internationale depuis 2-3 ans. Donc, on est encore au début, mais ça va s'accélérer, on le verra, enfin, juste dans les slides suivantes, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en train de le mettre en place et se préparer. Et on a de nouvelles questions qui sont apparues. Oui. Vincent, on a 4 questions. Très bien. On parle du vin, qui a un QR Oui. code ingrédient obligatoire à côté d'un QR code d'un autre QR code sur la contre-étiquette. Donc, est-ce qu'il risque de perturber la lecture en caisse? Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le vin aussi, pour que tout le monde comprenne la spécificité de ce produit? Ouais. Alors, on comptait l'indiquer tout à l'heure dans les cas d'usage, mais on pourrait en parler plus tard, éventuellement. Oui. Donc, on répondra à la question, on répond à la question plus tard. Même si c'est un produit à poids variable, donc un PVC. Alors là, pardon. Oui, je vois. Vous voyez la question? Oui, oui, je vois. À la suite. Aujourd'hui, alors c'est vrai que les produits à poids variable sont un cas un petit peu plus spécifique et un petit peu plus complexe parce qu'ils utilisent aujourd'hui, ils n'utilisent pas le GTIN, donc les 13 chiffres que vous avez sous le code barre, mais ils utilisent des codes à poids variable qui vont comprendre le prix et le poids, justement. L'idée, aujourd'hui, il y a un groupe de standardisation qui existe. D'ailleurs, si des gens sont intéressés, ils peuvent tout à fait participer à ce groupe de standardisation. Chez GS1 France, qui est composé d'acteurs du marché, des industriels, des offreurs de solutions et des distributeurs. Mais l'idée, c'est effectivement de passer au QR code augmenté GS1, même sur les produits à poids variable, et notamment au travers du GTIN, et non plus le code à poids variable. Donc l'idée, ce serait de supprimer le code à poids variable et de passer sur du QR code augmenté GS1. Donc il y a un groupe de standardisation qui travaille sur ce sujet actuellement. En fait, juste pour préciser un peu, au niveau des différentes balises et en-têtes de données qu'on peut encoder dans le QR code augmenté, on a la possibilité d'encoder des prix, on a la possibilité d'encoder aussi des poids qu'on pourrait associer à des jettings qui font référence à un produit. Et donc avec ça, on pourra avoir la correspondance d'un point variable
Et en plus de la plus-value de tout ça, comme je vous le disais dans le cas d'usage, c'est de quand même garder un lien avec son consommateur en tant qu'industriel. Et ça, c'est quand même un besoin important pour les industriels aujourd'hui. Merci. On continue sur les questions. Les non-conformités internes de produits qui ne sont pas encore expédiés pourront-ils être bloqués avec le QR code en attente des résultats et ensuite libérés? Alors, si aujourd'hui vous arrivez à savoir que vos non-conformités touchent ces numéros lot-là et que vous, en sortie d'entrepôt, vous scannez vos QR codes, vous avez la possibilité de tout de suite se rendre compte si ce numéro de lot-là correspond à ce qui est pour l'instant entre guillemets en attente. Et ensuite, vous allez pouvoir les renvoyer, bien sûr, parce qu'en fait, l'information est directement encodée dans le QR code. Donc, c'est juste une façon de récupérer de façon digitalisée ce code-là. Merci. Alors, ça recoupe un peu la réponse que vous avez commencé à apporter sur les bascules EAN QR code. Tant que 100% des solutions caisse ne sont pas équipées en lecteur 2D, il sera difficile de basculer complètement. Du coup, oui, c'est ce que je disais, c'est par rapport à Ouais. l'ambition fin 2027. Donc, il y a des distributeurs qui sont déjà prêts, d'autres qui sont en cours. Donc, ce basculement, il doit se faire sur plusieurs années, même après 2027, hein, Et tout ne sera pas fait d'un coup. c'est sûr. On sait que les distributeurs vont commencer à l'imposer d'abord via leur MDD. Ils vont mettre ça dans leur cahier des charges parce qu'on sait que c'est une boucle fermée, donc ils peuvent gérer totalement ce côté QR code uniquement. Et ensuite, ça va arriver de plus petit à petit au niveau des marques nationales. Mm. Et Là, on va y ensuite, revenir. oui. Et la différence d'un QR code classique et d'un QR code augmenté dans le parcours client, peut-être que vous en parlez plus tard, Vincent, Ça, c'est à votre Yacine. discrétion. Ça, en fait, la différence, c'est en fait, dans un QR code augmenté, vous avez la possibilité de mettre n'importe quelle information marketing derrière. Et en fait, avec un QR code marketing aussi, théoriquement. Sauf que la force du QR code augmenté aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir cibler grâce au GTIN vos redirections et pouvoir changer les différentes interactions que vous allez avoir avec votre consommateur. Mais tout le contenu marketing, etc., est géré par vous et sera fait par vous. Nous, on est totalement hors de ce scope-là. Et donc, c'est en fonction de vos cas d'usage et de vos besoins que vous allez pouvoir gérer ces pages-là. Et donc, pas de différence, que ce soit un QR code augmenté ou un QR code classique, statique, Ah, on peut mettre les mêmes informations à destination du client. Oui, on peut mettre les mêmes informations et après, il y a tous les autres usages qui vont derrière avec le augmenté GS1 puisque c'est ce que montrait Yacine sur une des slides. On voyait QR code classique, QR code augmenté, préimprimé et imprimé en ligne. En fonction des données produits que vous allez intégrer, vous avez vu qu'il y a différents usages possibles. Donc, un QR code classique, finalement, ne renvoie, entre guillemets, que vers une page web. Alors que le QR code augmenté GS1 peut faire la même chose, plus les autres usages. Merci Vincent, merci Yacine. Les distributeurs déjà prêts, on les verra un peu plus tard dans la présentation, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et la différence, alors un petit rappel sur la différence entre le QR code et le data matrix, que vous avez évoqué un petit peu plus tôt. oui, alors la différence entre un QR code et un data matrix, c'est. Alors les deux, on va commencer par les similitudes. Les deux sont des codes 2D qui permettent d'encoder des informations au niveau GS1. Donc on peut mettre un GS1 data matrix auquel on va avoir les mêmes entêtes de données et pouvoir encoder de la même façon. La différence, et elle est importante, c'est qu'aujourd'hui, le data matrix n'est pas lu par les smartphones de façon native. Donc tout l'aspect engagement consommateur, vecteur avec le consommateur, enfin vecteur de communication, on le perd avec ce data matrix. D'accord, merci. Alors j'ai d'autres questions, je vous propose de continuer et on reprend les questions après la Très seconde bien. partie. Hop. Du coup, là, on a vu vraiment comment ça se structurait, les usages qu'on pourrait avoir au travers de ce standard-là. Maintenant, on voudrait vous présenter un petit peu plus concrètement où en est le déploiement aujourd'hui en France. Donc, pour vous faire un petit peu la genèse, en mars 2023, c'est là où officiellement on l'a lancé en France, en fait, à l'issue des 50 ans de GS1.
Il y avait déjà 2 pionniers sur le QR code augmenté GS1 et je vous invite désormais maintenant, lorsque vous allez chez Decathlon ou vous allez acheter des produits L'Oréal, en fait, ces marques-là ont déjà, pour la plupart, des QR codes augmentés GS1, notamment L'Oréal. Vous allez en magasin demain, vous allez prendre un produit L'Oréal, il y a de bonnes chances pour qu'il y ait un QR code augmenté. En décembre 2024, on comptait, donc 1 an et demi après, plus de 100 nouvelles entreprises qui étaient engagées dans la transition. Donc, c'est-à-dire des entreprises qui soit l'ont déjà apposé sur packaging, ou en tout cas qui sont en train de le faire, qui ont un projet de le faire sur les prochains mois. Et à ce niveau-là, quand on parle de 100 entreprises, on ne parle pas de 100 marques, mais de 100 groupes. Oui. Typiquement, Procter & Gamble compte pour une entreprise. C'est ça. Et donc, 5 mois plus tard, donc en mai 2025, on comptait à nouveau 100 nouvelles entreprises de plus qui transitaient ou qui avaient déjà apposé le QR code sur leur packaging. Alors, le point commun, en tout cas, de cette accélération, parce qu'on voit qu'on finalement on est passé de 2 à plus de 200 en l'espace de combien de temps? Un peu plus de 2 ans. C'est que la majorité des entreprises choisissent de le faire au travers de la donnée statique, c'est-à-dire juste en mettant un nom de domaine et un GTIN. Ça, c'est les 2 informations obligatoires, je vous rappelle, pour créer un QR code augmenté GS1. Eh ben, le font au travers de cette forme d'application, déjà pour s'imprégner de la méthodologie, de comment créer un QR code augmenté GS1, faire de la place sur le packaging, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape et c'est souvent comme ça que les entreprises accèdent en tant que porte d'entrée au QR code augmenté GS1. Donc là, vous avez différentes marques. Alors là, c'est bien sûr la liste est non exhaustive, mais qui l'ont déjà déployé sur le packaging en France. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est surtout qu'en fait, ça s'applique aussi bien aux TPE qu'aux grandes entreprises. Je vois là, par exemple, il y a les petits bonheurs, il y a Bonduel. Voilà, on est sur 2 entreprises en termes de typologie qui sont distinctes. Mais il y a aussi diverses filières. Vous avez les cosmétiques, vous avez l'alimentaire, vous avez le textile, par exemple, avec Promode, des produits type détergents, etc. Vous avez des vins et spiritueux avec Moët Hennessy, Vignoble et Pierre, etc. Donc voilà, à partir du moment où il y a des produits qui sont vendus dans le retail, automatiquement, cette transition vers le QR code augmenté GS1 vous intéresse en tout cas. Autre slide pour vous montrer en fait, cette fois-ci, les références produits qui peuvent être disponibles en magasin. Donc demain, cette semaine, quand vous irez faire votre course, vous pourrez voir certains produits avec un QR code augmenté GS1. Et là, il y a il y a tous les rayons hein, qui sont plus ou moins déjà engagés dedans. Il y a les produits frais. Donc là, on vous a mis un exemple avec Mercadona, qui est une enseigne en fait en Espagne, qui l'a posé sur les produits carnés et plus spécifiquement les produits frais de manière générale. On a par exemple sur le paquet de Chocapic, sur la marque Yoplait, Bonduel, sur les boîtes de thon de Maison Chancerelle, etc. Au textile aussi, donc il y a des produits Monoprix qui ont déjà un QR code augmenté GS1, produits cosmétiques aussi, et les vins et spiritueux, on y reviendra, où effectivement il y a beaucoup de QR codes augmentés GS1 dans les rayons de vin, notamment du fait d'une réglementation, mais on y reviendra tout à l'heure. Le déploiement en France, il se fait aussi au travers... Pardon, il y a peut-être une question? J'ai entendu... Ou alors c'était peut-être un micro qui n'était pas coupé. Donc le déploiement en France se fait aussi au travers des industriels, hein, puisqu'ils sont aussi dans cette continuité de l'ambition 2027. Ce qu'on voulait vous indiquer, c'est qu'aujourd'hui, toutes les enseignes, les plus grosses enseignes, ont connaissance du sujet QR code augmenté GS1 et à différentes échelles sont en train de faire les changements, notamment Carrefour qui a indiqué en décembre 2024 qu'ils allaient faire cette transition, notamment sur leur marque propre, pour changer pour mettre un QR code augmenté GS1 sur l'ensemble de leurs références produits à marque Carrefour. Et par exemple, Monoprix, comme je vous l'ai indiqué, qui a des QR codes augmentés GS1, notamment sur les marques textiles,
et grands frais aussi. Alors là, c'est plus spécifique parce que sur certains produits, il n'y a tout bonnement plus de code barre. C'est un QR code augmenté GS1 qui passe en caisse. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ici à l'écran avec le petit pot de yaourt de la marque La Ferme des Peupliers. Donc il travaille avec l'enseigne Grand Frais. Là aussi, alors c'est un QR code augmenté GS1 avec un code barre. Donc on est sur la phase de cohabitation ici avec la marque Les Petits Bonheurs, donc que vous pouvez retrouver en rayon, pas chez Grand Frais typiquement, mais chez d'autres enseignes. Un petit point rapide à l'international, mais je vous laisserai voir les slides plus tard, lorsque vous les aurez, puisqu'on vous les enverra. Je vous ai mis tous les liens hypertextes pour aller vraiment explorer ces cas d'usage, mais c'est juste pour vous montrer que c'est bien une ambition internationale et qu'aujourd'hui, il y a des marques, aussi bien des TPE que des PME, grandes entreprises, qui s'emparent du sujet. Aux USA, par exemple, vous avez Procter & Gamble, PepsiCo. Brésil, vous avez notamment Coca-Cola, qui a un cas d'usage un petit peu particulier qui facilite le réemploi des bouteilles en PET. Vous avez en Corée, où il y a notamment une réglementation qui a permis d'apposer le QR code augmenté GS1, qui est lié à une meilleure recyclabilité des bouteilles d'eau dans le pays. Voilà, donc vous avez plein d'exemples à l'international que vous pourrez explorer plus tard. Côté distributeur à l'international aussi, il y a plein d'exemples. Tesco dernièrement au UK qui a lancé des projets pilotes dans les magasins du sud de l'Angleterre en avril dernier. Donc avec différents objectifs, notamment réduire le gaspillage alimentaire, éviter la vente de produits périmés pour permettre aussi une meilleure sécurisation du consommateur. Vous avez Woolworths en Australie ou encore Mercadona en Espagne. Donc là aussi, pareil, je vous ai mis, quand vous aurez le support, vous pourrez cliquer sur l'image et vous aurez accès à l'ensemble de ces cas d'usage que vous pourrez explorer plus tard. Voilà, donc on va passer maintenant à un conseil de mise en œuvre. Donc concrètement, comment on fait pour mettre un QR code augmenté GS1 sur son packaging. Et on va parler principalement de données préimprimées, donc au niveau GETI. Peut-être, Clotilde, reprendre quelques questions qui ont été... Oui, alors la dernière question de Laurie Foissel, je pense qu'on peut y répondre avec la mise en œuvre des données préimprimées sur Oui. les informations obligatoires qui sont indiquées sur l'étiquette versus ce qu'on peut ne pas mettre et qu'on va intégrer sur le QR code. Si ça vous va, Vincent et Yacine, vous pourrez Oui. éventuellement recouper avec le vin, l'exemple que vous avez donné donc un petit peu plus tard. Donc Laurie, on vous a pas oublié, on répond plus tard. Et il y avait la question aussi sur la différence entre le QR code et le data matrix. Ça a été répondu? Oui. Bon, ok. Et les distributeurs déjà prêts, on l'a vu aussi Oui, sur tout les a slides. été vu au-dessus. On peut continuer et on il y a reprendra juste- à partir de Laurie. Ok. Alors, du coup, on vous a préparé 9 étapes à suivre pour vous aider à déployer efficacement le QR code augmenté au niveau de l'information Jetty. Donc, la première chose à faire, c'est de porter ce sujet-là à un niveau décisionnel. Donc, il faut s'approprier le sujet, porter le sujet en tant que pour la RSE ou le marketing et de monter ça au niveau direction. Et nous, on peut vous accompagner aussi dans ces présentations-là pour que la direction soit sensibilisée à ce changement-là et au cas d'usage qu'on va pouvoir avoir. Ensuite, la deuxième chose, c'est de constituer une équipe projet. C'est super important parce que cette équipe projet va être assez transverse. On va toucher au marketing, au commerce, à la qualité, au packaging, à la production. Donc tout ça pour lancer un kick-off du projet. À la suite de cette constitution d'équipe, on vous propose de faire monter cette équipe en compétences au niveau du QR code augmenté. Et ça passe par une formation qu'on propose pour le QR code augmenté, qui est faite sur une demi-journée et qui peut être adaptée à vos besoins. Ensuite,
À l'issue de ça, quand vous allez avoir la formation QR code augmenté, vous allez tout de suite comprendre comment on déploie le QR code augmenté. Vous allez élaborer une feuille de route avec différents objectifs et les grandes étapes qu'il y aura à mettre en place pour l'élaboration de ce projet. Qu'on va détailler du coup dans les prochaines étapes. Exactement. Donc, l'étape 5 qui est importante, c'est la priorisation de la gamme de produits pilotes. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est de privilégier les packaging qui sont en cours de rénovation, qui sont en phase de mise à jour ou qui sont prévus pour un lancement, ce qui permet de rester sur. Enfin, parce que les BAT sont déjà en cours de travail et c'est plus facile d'intégrer un QR code dans ces phases-là ou de privilégier des produits qui ont déjà des QR codes marketing, de faire cette transition-là, parce que la place est déjà allouée, donc c'est plus simple aussi à intégrer. Ensuite, une fois que vous avez ciblé votre produit, vous allez pouvoir créer votre URL, donc le GS1 Digital Link, où vous allez définir un nom de domaine. On va essayer d'avoir un format assez court pour pouvoir avoir le QR code le plus petit, mettre les informations donc, liées à votre produit, donc soit le GTIN seul, soit le GTIN et la variante, et générer cette URL. Une fois que cette URL est créée, deux possibilités, comme je vous le disais précédemment, il faut créer des pages web pour qu'il n'y ait pas d'effet déceptif où le consommateur arrive sur une erreur 404 s'il scanne le QR code. Donc deux possibilités. Soit on crée une page web sur le lien Digital Link qui est créé, soit on va rediriger le consommateur vers la page web du produit qui est déjà existante. Pas besoin de refaire le travail. Et il y a aussi des offreurs de solutions qui peuvent Ouais. créer très simplement les pages web si pas nécessité de prise de tête, on va dire. Exactement. Ça. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va intégrer ce QR code sur le BAT. Et pour ça, on a deux possibilités. Soit la génération peut se faire avec un outil qu'on a qui s'appelle Code Online. Cet outil-là permet aujourd'hui de générer facilement des QR codes au niveau de l'information GTIN. Donc ça, je vous le présenterai juste après. Soit passer par des prestataires ou des outils internes que vous avez déjà pour générer des QR codes et les intégrer directement dans vos packaging. Il faut juste faire attention, il faut quand même respecter un certain nombre de règles de positionnement, notamment lors de la cohabitation, et de taille au niveau du QR code. Ça, c'est vraiment super important. Tout comme le code barre aujourd'hui, il y a des spécificités techniques. Les zones de silence à respecter autour du code barre, c'est la même chose pour un QR code Les augmenté. zones de silence, les données qui doivent être écrites en clair. On parlait précédemment du GTIN, pour éviter qu'au niveau du système de caisse, si le QR code est dégradé, que l'acte d'achat peut quand même être réalisé. Et ensuite, on vous propose, une fois que ce QR code-là est intégré dans vos packaging, de tester et de valider vos QR codes. Le test, il se fait par différents biais. On peut tout de suite penser au test de je scanne mon QR code avec mon smartphone et j'accède à la page web. Mais il y a aussi le test que nous, on peut réaliser au niveau GS1. On a un laboratoire qu'on appelle Calicode qui permet de certifier vos QR codes tant bien sur la syntaxe que sur la qualité d'impression. Donc, une fois que ce certificat-là est délivré, il vous permet de vous assurer que votre QR code est en capacité de passer sur n'importe quel système de caisse. Et une fois que vous avez validé cette qualité d'impression, cette syntaxe, ce parcours client, vous êtes prêt à lancer le produit sur le marché. Donc, comme je vous le disais, on a un générateur de QR code augmenté qui est disponible sur Code Online. Code Online, en fait, pour la faire assez courte, c'est un outil auquel vous avez accès en tant qu'adhérent, de façon totalement gratuite, qui vous permet de générer des codes GTIN. En général, on peut importer aussi des codes GTIN qui sont déjà créés de votre côté via un fichier Excel, etc. Et on a ajouté la possibilité de créer des QR codes augmentés avec ces GTIN-là, de façon totalement transparente. Donc, et vous avez aussi la possibilité de gérer cette redirection-là. Donc, typiquement, vous allez avoir deux champs, le champ URL Digital Link qui sera encodé dans le QR code, et un deuxième champ sur la page d'atterrissage que vous souhaitez avoir. Donc, ça, c'est déjà disponible sur notre logiciel Code Online. Et la transition est toute faite du coup pour Berry Grain et Mariogi qui ont justement utilisé Code Online pour générer des QR codes augmentés GS1 qui aujourd'hui sont présents sur les références produits en magasin.
Marie, est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, super. Je vais vous laisser la parole peut-être pour que vous puissiez présenter un petit peu le contexte, le pourquoi vous avez mis en place le QR code augmenté GS1, peut-être les niveaux de complexité ou pas que vous avez eu lors de la phase projet et aujourd'hui, à quoi vous sert ce QR code? Ok, bah alors si vous voulez, donc nous, on a décidé de mettre le QR code tout simplement parce que au sein de notre entreprise, on était en phase de transition, tant au niveau de nos packaging que de notre site web. Donc du coup, effectivement, les deux réunis, on s'est dit, voilà, pourquoi pas effectivement mettre ce QR code sur notre packaging. Alors nous, à l'heure actuelle, c'est plus à des fins marketing. Puisque du coup, le QR code que vous voyez sur nos packaging, en fait, renvoie directement sur notre site web. Après, effectivement, nous, donc on vend des céréales, des légumineuses, et en fait, c'est des produits assez complexes, puisque c'est vrai que les consommateurs demandent beaucoup plus d'informations sur ce type de produits, de comment les utiliser, de voilà, d'où il provient le produit, etc. Donc du coup, nous, on a vraiment choisi en fait de faire atterrir le QR code, enfin du coup, les consommateurs, hein, quand ils scannent le QR code, directement sur la page du produit. Donc là, comme vous pouvez le voir en exemple, avec les graines de chia, du coup, ils atterrissent vraiment sur la page produit où il y a tout indiqué. Voilà, comment le consommer, d'où il provient, une petite fiche produit en fait qui explique vraiment en détail notre céréale légumineuse. Et du coup, c'est vrai que plus tard, voilà, peut-être à court terme ou à moyen terme, on ne sait pas encore, effectivement, pouvoir avoir un QR code dynamique. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a décidé de l'avoir statique. Et ce qui nous a plu aussi, c'est que c'est très facile d'utilisation parce que nous, du coup, on l'a fait avec le code online, puisqu'on est déjà en fait adhérent GS1. Et du coup, c'est très simple d'utilisation. Voilà, ça dure quelques minutes, juste le temps effectivement de relier du coup notre page web avec le QR code. Ce qui est un petit peu plus compliqué effectivement, c'est de l'intégrer sur le packaging. Donc nous, on a fait appel à une graphiste en fait qui a retravaillé complètement nos packaging. Voilà, après effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps si on n'a pas forcément décidé à l'instant T de changer nos packaging, mais c'est vrai que voilà, ça peut aider et au moins effectivement on l'a déjà intégré. Après on peut aussi rediriger, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, sur d'autres pages, donc ça c'est aussi intéressant, voilà, de pouvoir gérer l'information comme on le souhaite. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pourquoi on a décidé de l'intégrer aujourd'hui sur nos packaging. Super. Merci beaucoup, Marie. Euh, Est-ce qu'on se prend un petit temps peut-être pour les questions, Clotilde? Oui, si vous voulez bien, oui. Donc on revient à la question de Laurie. Les informations obligatoires telles que l'infotri, valeur nutri, etc., si elles sont intégrées au QR code augmenté GS1, doivent-elles tout de même rester en dur sur l'emballage? Donc ça recoupe un peu la question qu'on avait eue précédemment. Voilà, Si c'est, enfin, si j'ai bien compris la question, si c'est des informations réglementaires en soi, réglementaire elles restent obligatoire. en dur sur Donc packaging, tout à fait. Ouais. oui, on ne peut Elles pas les peuvent être mettre. répétées, elles peuvent être répétées sur la page web pour différentes raisons, mais elles doivent quand même rester sur le C'est packaging. ça. À moins qu'à un moment donné, et c'est du coup on en verra tout à l'heure sur les 20 SP, à moins que le législateur donne la possibilité de digitaliser des informations réglementaires. Donc ce qui n'est pas le cas à date, sauf pour les vins et spiritueux, Sauf sur, pour qu'on verra tout à certaines, l'heure. il y a eu des évolutions de la norme INCO pour les vins. Ouais, tout à fait. D'accord. Ensuite, autre question, vous parliez du potentiel d'utilisation à la caisse en cas de retrait-rappel. Est-ce que donc, les QR codes augmentés pourront être intégrés via, entre guillemets, rappel conso? Euh, Est-ce rappel conso, que, c'est le, ouais, oui, est-ce que vous connaissez rappel conso? Peut-être que la personne veut prendre c'est la question à oui, l'oral. c'est le site. Enfin, pour moi, oui, c'est un Oui, site qui est géré. Ouais, pardon. bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ce que je voulais dire sur le site Rappel Conso, c'est le site via les services officiels sanitaires où on fait la déclaration en cas de retrait-rappel et qui va après être communiqué aux Hmm. consommateurs. Et je sais, en fait, j'imagine pas, je me demande comment ça va être mis en place.
En fait, sur le côté retrait, rappel au niveau du scan des consommateurs, c'est vous qui allez pouvoir avoir la main de la redirection. Parce que, en fait, comme le nom de domaine vous appartient, vous avez la possibilité de rediriger le consommateur vers n'importe quelle page. Donc, ça sera charge à vous de rediriger le consommateur vers une page qui l'informe que ce produit-là est concerné par le rappel. Et qui mieux que vous peut le faire, c'est ce que c'est vous qui avez l'information au niveau du numéro du lot défaillant. Donc, avant même l'information qui sera communiquée côté euh, rappel conso, je crois que c'est ça. Ouais. Et peut-être pour compléter ce point-là aussi, en fait, c'est comme ce qu'on parlait des produits à poids variable tout à l'heure. Et je vous indiquais qu'il y avait un groupe de standardisation là-dessus, pour se mettre d'accord justement sur des règles communes de comment notamment codifier et marquer cette typologie de produit pour passer sur du QR code augmenté GS1. Pour le retrait rappel, ça touche quand même à beaucoup d'acteurs et beaucoup de process aussi. Il va falloir faire le même travail de standardisation. Donc aujourd'hui, je ne peux pas forcément vous répondre si le site rappel conso pourra être utilisé dans ce cadre-là. On n'y est pas encore. D'accord, merci. Et est-ce que vous, au niveau de GS1, vous pensez mettre des choses en place avec Rappel Conso? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que pour l'instant, il n'y a pas de conversation pour que ce soit automatisé? La première étape, ce serait de créer un groupe de standardisation sur cette question plus globale, on va dire, de traçabilité et d'étudier aujourd'hui comment se passent les actions de retrait-rappel, les process entre les différents acteurs et de voir comment le QR code augmenté GS1 s'intègre dans ces process, qu'est-ce que ça peut changer et comment il faut le standardiser. Donc ça, ce serait plutôt la première étape avant de passer sur le fait de est-ce que cette action, enfin, est-ce qu'on peut utiliser rappel conso ou non. D'accord. Merci. Ensuite, on a une question. Alors, pensez-vous que les SSCC utilisés sur les palettes pour la GMS passeraient également en code 2D? Alors, pour l'instant, dans le périmètre de ce qu'on évoque actuellement sur le QR code augmenté, c'est pas encore envisagé. Par contre, je sais qu'il y a des travaux au niveau international côté GS1 pour essayer de voir comment on peut faire ce passage-là. Mais on n'est pas sur un délai aussi proche que ce qu'on pourrait avoir au niveau du QR code augmenté. Parce que c'est un vrai chantier, pour le coup, qu'il va falloir mettre en place. Et le focus et l'ambition fin 2027 concernent les UVC et le passage en caisse. Donc les unités logistiques ne sont pas dans le scope de cette ambition. Est-ce que c'est prévu dans les évolutions ou pareil, vous passez par un groupe de C'est ce qu'a dit travail Yacine. Il y a peut-être des discussions. Maintenant, c'est pas le but premier, en tout cas, du QR code augmenté GS1. L'ambition 2027 ne concerne pas les unités logistiques, uniquement les UVC. Ensuite, Alain, qui est en voiture, vous allez pouvoir poser votre question. J'ai deux questions à l'entretement de maison à l'Elor. La première, c'est la page web sur laquelle renvoie le QR code augmenté. Il y a des infos minimales et réglementaires à respecter ou chacun peut mettre ce qu'il le souhaite? Enfin, si vous avez pour but de faire de l'engagement consommateur, chacun est libre de faire exactement ce qu'il veut. Après, pour le cas très spécifique des vins et spiritueux où la réglementation rentre en compte pour la digitalisation de l'information, là, il y a un formalisme à avoir au niveau des informations à afficher pour être en conformité avec la réglementation. À part ce cas-là, vous êtes totalement libre sur ce que vous voulez mettre ce que vous allez mettre dans vos pages web. Donc on peut renvoyer vers notre site internet sur lequel il y a la page web du produit en question. C'est totalement l'objectif. C'est exactement ça qui est best practice. Après, nous, on imagine des redirections aussi qui peuvent être faites de façon dynamique sur des contenus digitaux, type vidéo, etc., qui peuvent être faits en plus. Mais le fondement, c'est rediriger déjà vers les fiches produits qui sont existantes sur vos sites internet. Et la deuxième question, c'est pour une même recette qui est déclinée dans 6 contenants de grammage différents. Ça nécessite 6 QR codes augmentés ou c'est un QR code qui renvoie vers la même fiche pour les 6 Ça va nécessiter différents QR codes parce que ils sont liés au GTIN. Par contre, vous avez la possibilité derrière de les faire rediriger tous vers la même page web.
Ça, c'est possible, ouais, parce que dans le cas Exactement. présent, notre moutarde douce, si vous voulez, elle a une recette unique, mais elle est déclinée en 6 contenants. Et après, c'est dans Hmm. le shop qu'on choisit le grammage que l'on souhaite avant de l'acheter, quoi, grosso modo. En fait, Donc, comme le QR code est lié au passage en caisse, vous allez devoir mettre différents QR codes parce que sinon, on ne va pas pouvoir identifier de quel grammage on parle au niveau du passage en caisse. Mais par contre, effectivement, vous allez pouvoir rediriger les 6 types de moutarde vers une seule et même page web. et le QR code augmenté contient une notion de prix TTC consommateur ou de prix de vente magasin ou quelque chose ou pas du tout? Aujourd'hui, le QR code augmenté, il contient principalement le GETIN. Et c'est avec le GETIN qu'on fait l'appel prix au niveau des systèmes de caisse. Comme le code barre aujourd'hui, en fait. Exactement. D'accord. Qui varie du coup d'une enseigne à l'autre, quoi. Oui. Oui, Ok, c'est tout bon pour moi. merci. Merci. Vincent, Yacine, on peut continuer les questions. J'ai 2 mains Ouais. levées et j'ai encore 4 questions. Alors, est-ce que vous travaillez avec les éditeurs de RP comme Vif sur le sujet? Alors, on a toute une communauté de GS1 partenaires qui sont sensibilisés au niveau du QR code augmenté. Dans le cadre de nos missions, on travaille aussi avec eux pour l'implémentation auprès de nos clients des différentes choses à adapter. Là, on parle de VIF, mais moi, j'ai plus la vision WMS aussi pour tout ce qui est picking, etc., pour adapter la capture de l'information avec un QR code augmenté. Donc, c'est des choses effectivement qu'on fait et qu'on travaille avec nos GS1 partenaires. Merci. La prochaine question, quelle serait l'évolution du coût par rapport au coût actuel? Est-ce que vous voulez que la personne pose la question à l'oral pour avoir plus de précision sur le coût? Aileen Gauthier, si vous êtes là, vous pouvez poser votre question. Bonjour. 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 Alors, en fait, on m'a demandé de poser la question pour la personne. Euh, je suppose que on paye quelque chose en ce moment. Je ne sais pas si c'est pour être adhérent ou par rapport au Hmm. code barre actuel. Est-ce qu'il y aurait un changement du coup si on change pour le QR code augmenté, est-ce qu'il y aurait un changement au niveau du coût? Non, il n'y a aucun changement au niveau du coût. En fait, effectivement, il y a une adhésion annuelle qui est payée par chaque entreprise adhérente. Et après, ça ouvre le droit, en gros, à utiliser l'ensemble des standards GS1. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire pour utiliser un QR code augmenté GS1 dans le sens adhésion. Pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'adhésion GS1, dès lors que vous adhérez à GS1, on vous octroie une plage de codification pour codifier vos GTIN. C'est un peu ce qui est payant. Derrière, une fois que cette plage de codification vous est attribuée, vous avez la possibilité de l'utiliser à travers différents standards qui sont libres à ce niveau-là. Donc, aucun sujet, que vous soyez sur du code barre linéaire ou du QR code augmenté, ça ne change absolument rien au niveau de votre adhésion. Et par exemple, c'est ce que disait Marie de Berry Green, ils ont utilisé la plateforme Code Online pour générer un QR code augmenté GS1. Il n'y a aucun coût supplémentaire. En fait, la plateforme Code Online est déjà inclue dans l'adhésion annuelle. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Là, après, on a une Merci. question. Vous voulez qu'on continue sur les questions? Vincent, Yacine, c'est bon pour vous? On a encore 4 questions. Il y Oui, en a 2 on peut sur les continuer. formations Ouais. qui seront prises plus tard, je pense. Ouais. Alors, Stéphane Hispani, si vous voulez poser votre question à l'oral, parce qu'il y en a plusieurs Oui, dans bonjour. le paragraphe. Bonjour. Donc, ouais, nous, on est plutôt dans de la découpe de viande et transformation. On n'a que du poids variable. Et Hmm. dans votre présentation, j'ai vu que Mercadona affichait déjà le QR code augmenté sur les barquettes de viande, etc. Comment se gère le PVC kilo? Donc ça, vous en avez parlé tout à l'heure, mais d'une enseigne à une autre pour le même produit, ils ne vont pas avoir forcément le même PVC kilo ou d'un magasin à un autre. Et ça, comment on va le gérer en fait en interne? Alors, sur ce point-là, ça fait l'objet d'un groupe de travail au niveau GS1 pour justement essayer de standardiser les différentes approches au niveau du poids variable
en fonction de tous les distributeurs. Donc là, Mercadona a pris le parti pris de lancer le QR code augmenté avec ces informations-là. Ça fonctionne parce qu'eux, ils sont en boucle fermée. Ils savent que ça va passer par leur système de caisse. Donc, ils savent comment ils vont pouvoir gérer cette donnée-là. Maintenant, c'est pour ça que c'est important de passer par un groupe de standardisation sur ce point-là pour que derrière, on peut imaginer qu'il y ait uniquement un Jetin qui ferait référence à un prix au kilo. C'est un exemple, c'est pas du tout la solution. Un Jetin qui ferait référence à un prix au kilo et un poids qui est associé. Et avec ça, on peut facilement calculer le prix en fonction de chaque distributeur. Donc ça, c'est des groupes qui sont actuellement en cours pour justement définir la structure qu'on pourrait avoir pour les produits à poids variable. Et peut-être pour compléter, parce que c'est vrai que les produits à poids variable, c'est quand même une typologie de produits un peu particulière. Mais je vous encourage vu qu'il y a un groupe de standardisation aujourd'hui qui existe, à la limite, à peut-être participer aux travaux, si vous avez des questions, un intérêt à ce sujet-là, et à venir dans le groupe pour participer. Bon, vous pourrez reprendre contact avec nous à ce sujet-là après le webinaire ou enfin, au travers du formulaire qu'on vous invitera à scanner à la fin, si vous avez des questions vraiment spécifiques à ce sujet-là. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci. Est-ce que ce sera à l'abri des piratages? Vincent et Yacine, Alors, cette solution? en fait, pour être très honnête, à ce niveau-là, on a une réponse du Global Office de notre entité qui nous dit que aujourd'hui, elle n'est pas plus, enfin, cette solution n'est pas plus sensible qu'une autre. C'est-à-dire que on est dans le même environnement au niveau du piratage. Si demain un pirate souhaite pirater votre nom de domaine, bah, il aura la possibilité de rediriger les consommateurs vers. Ça, aujourd'hui, c'est le cas, même avec les QR codes classiques. Mais on n'est pas plus sujet à ça que d'autres solutions. Merci. On nous demande le coût de la formation et qui on doit contacter pour se faire accompagner pour la mise en place. On en reparle à la fin, Oui, on en parle même Vincent? tout de suite Oui, à ce moment-là maintenant? et on reviendra, Vous reviendrez sur dessus. les dynasties. Ouais. Très bien. Je te laisse Ouais. peut-être. Du coup, on a trois grands piliers au niveau de l'accompagnement. Chez GS1, on a trois types de choses. Donc, on a le conseil où on va venir au sein de votre entreprise faire un audit, un diagnostic, se rendre compte des différents cas d'usage que vous voulez déployer, se rendre compte de toutes les informations que vous devez mettre dans le QR code ou non et les différentes redirections. Ce qui va nous permettre derrière de faire un cahier des charges différents cahiers des charges pour le passage en caisse, pour l'impression, pour le positionnement et tout ce qui va toucher directement au QR code augmenté. Je pense aussi à l'impression en ligne, etc. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout. On peut mettre aussi en place de la gestion de projet pour vous accompagner dans le lancement. Donc on peut avoir une casquette de chefferie de projet et d'animer ce groupe qui sera au sein de votre entreprise. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, c'est la formation qui se fait en général sur une demi-journée sur le QR code augmenté. Il faut savoir que GS1 est référencé Calliope. Donc, vous avez la possibilité aussi de vous faire rembourser tout ou partie du prix de cette formation-là via votre opérateur de compétences. Donc, ça, après, c'est à voir en fonction de votre entreprise et c'est des modalités à voir. Mais il faut savoir que nous, on est certifié à ce niveau-là. Et donc, cette formation-là, pour vous donner un niveau de compétence assez élevé sur la mise en place du standard, donc vous allez comprendre comment. Enfin, il y a une première partie sur le contexte et l'enjeu qui explique l'ambition 2027, ce qu'on peut faire en termes d'engagement consommateur. Donc ça, c'est une remise au niveau du contexte. Ensuite, on explique les services digitaux du QR code augmenté. Donc, comment on peut rediriger le consommateur à l'aide d'un résolveur, quelles sont les règles de mise en place de celui-ci, les différentes directions, comment on crée une page web, comment le système de caisse va découper les données en fonction des entêtes de données. La troisième partie, c'est sur la structuration du GS1 Digital Link. Donc, c'est comment vous allez créer votre Digital Link en fonction de vos besoins. Parce qu'il y a plusieurs règles pour la création d'un Digital Link. Ça dépend si vous voulez mettre de l'information dynamique, statique. On ne met pas les données n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a un ordre pour que la syntaxe soit standardisée.
La dernière partie, c'est sur la symbologie 2D. Donc, c'est vraiment, on va rentrer dans le détail de la structure d'un QR code, la taille, les taux de correction d'erreurs qui peuvent être appliqués, les différents paramètres techniques, les marges, les qualités d'impression, etc. Donc, toutes ces parties-là seront abordées dans cette formation. Donc, la formation sera vraiment globale et vous permettra un peu de comprendre les différentes étapes que vous allez avoir dans ce projet-là et pouvoir, comme on disait aussi précédemment, établir une feuille de route pour le déploiement. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la formation sur le QR code, elle peut soit se faire en mode inter-entreprise, donc il y a des créneaux en fait tous les mois, une fois par mois, qui sont ouverts à une formation, enfin ouverts à toutes les entreprises, et donc c'est une seule session qui peuvent regrouper peut-être 5 à 10 entreprises différentes, plusieurs personnes. Et sinon, il y a une formation intra, donc qui est plus sur mesure, où même nous, en tant que GS1, on peut se déplacer aussi dans vos locaux pour former les équipes. Et donc là, ce sera aussi, c'est sur devis. Et la formation inter-entreprise, alors le prix, honte à moi, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, il est Tout est sur inscrit, le site voilà, il web. est sur notre site, on a mis le lien hypertexte pour pas vous donner, je crois que c'est entre 400 et 500 taxes. Je vais le mettre tout de suite, Ouais. le lien de la formation. Ouais. Mais il y a toutes les informations qui sont effectivement sur la page web. Et vous aurez la possibilité de vous inscrire aussi à travers ce lien. Donc, je vous mets tout de suite dans la conversation, comme ça au moins vous y avez accès. Voilà. Donc, bon, là aussi, il y a plusieurs entreprises, soit qui ont été formées, soit qui ont été accompagnées. Il y a juste par un le point métier. qu'on n'a pas évoqué Ouais. au niveau d'un dernier point de l'accompagnement, c'est sur le Calicode. Ah oui. Aujourd'hui, même si vous ne faites pas du conseil ou de la formation, vous avez quand même la possibilité de faire appel à notre laboratoire Calicode. Ça permet de certifier vos codes une fois que vous avez finalisé votre projet et d'être un peu plus serein sur le fait que ce produit-là va passer en caisse. On est sur des prix qui sont relativement abordables. On est de l'ordre de 70 € du contrôle du code. Bien sûr, on ne fait pas contrôler tous les codes, tous les codes produits. Donc, c'est pour ça qu'on parle de notions abordables. Et ça vous permet d'être serein sur votre déploiement. Prenons, je reprends encore le pot de yaourt. Vous contrôlez juste ce QR code augmenté GS1 là. Si le contrôle Calicode indique que le marquage 2D et la structuration du GS1 Digital Link sont conformes, du coup, ça veut dire qu'il passe en caisse. Vous l'avez fait une fois sur une référence produit. Donc là, en l'occurrence, c'est le nom de domaine et GTIN. Vous le faites une fois et il n'y a plus besoin de le refaire en fait. Voilà. Non, Merci. c'est Calicode qui m'intéresse. Ok. 3 autres questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que vous voulez continuer sur la présentation? On les reprend à la fin. Peut-être faire Vous un voulez. point sur la filière vin et après on pourra se focus uniquement sur les questions dans ce cas-là. Donc sur la filière vin, c'est intéressant quand même comme cas d'usage. En décembre 2023, il y a eu une évolution des normes INCO pour les vins. Donc en fait, qui indique que pour les millésimes 2024 et plus, le législateur a donné la possibilité de digitaliser les informations réglementaires, notamment pour communiquer la liste des ingrédients et les informations nutritionnelles aux consommateurs. Donc il y a une grande partie des acteurs du marché qui ont décidé de migrer vers le QR code augmenté GS1 pour fournir ces informations-là aux consommateurs. Donc c'est aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que le législateur donne la possibilité de digitaliser des informations de ce type sur des typologies de produits comme les vins ou en tout cas dans le domaine alimentaire. Donc ça, c'est quand même une sacrée évolution. Pour l'instant, en France, il n'y a pas d'autres cas, mais en tout cas, ce cas d'usage-là est précurseur dans ce domaine. Donc quand vous allez prochainement peut-être dans les rayons vin, vous allez choisir votre vin, vous pourrez regarder si derrière il n'y a pas un QR code, et il y a de grandes chances en tout cas que ce soit un QR code augmenté GS1 et que vous ayez accès à cette typologie d'information pour le coup. Voilà, et peut-être juste pour terminer avant de passer aux questions, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, je voulais vous inviter à scanner un QR code
En fait, c'est un formulaire, c'est une sorte d'enquête qu'on fait avec l'ensemble du marché pour savoir un petit peu où en sont les entreprises dans la connaissance, voire l'implémentation du QR code augmenté GS1, et s'il y a un besoin d'être contacté derrière par moi, par Yacine ou d'autres personnes de GS1 pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur le QR code, s'il y a des besoins de formation et autres. Et ce formulaire est anonymisé. On va pas. L'idée, c'est peut-être de ressortir des grands résultats pour donner au marché aussi quelles sont les grandes tendances au niveau de l'acculturation du QR code augmenté GS1 et au niveau du déploiement. Peut-être combien d'entreprises aujourd'hui l'ont mis en place, etc. Comme ce qu'on vous a indiqué aussi dans une slide précédente en vous disant qu'il y avait 200 entreprises aujourd'hui qui étaient dans cette transition. C'est aussi grâce à ce genre de formulaire qu'on peut récupérer les informations. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à scanner ce QR code pour avoir cette tendance marché et savoir si vous souhaitez être contacté pour un besoin spécifique. Voilà, je laisse cette slide-là et puis on peut peut-être se prendre les 5 dernières minutes pour les questions. De Patrice, le QR code envoie sur une page non fonctionnelle. C'est bizarre, j'ai réussi à le scanner moi pour le coup. Donc si quelqu'un peut nous faire un autre retour sur ce sujet-là. Bon, en tout cas, pour le coup, c'est pas un QR code augmenté GS1 celui-ci. Donc on a reçu un message de M. Roth qui nous dit que ça fonctionne. D'accord, je vais vérifier aussi, mais moi, pour moi, ça fonctionne fonctionne, également. oui. Ça Ok. fonctionne. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code à l'écran. On peut reprendre les questions. Alors, Oui. de Mathieu Roth, si l'on veut intégrer le numéro de lot et la DLC dans le QR code augmenté, cela implique qu'on imprime le QR code sur le packaging directement sur la ligne de production chez l'industriel? Si oui, cette évolution est importante car il faut s'équiper d'imprimantes et revoir tous les packagings. Votre réponse. C'est exactement ça. Il faudra adapter les systèmes d'impression au niveau de la ligne de production. C'est pour ça aussi qu'on préconise dans un premier temps de passer sur l'information statique qui permet d'être imprimé en amont de la production et donc de ne pas avoir ces problématiques d'investissement très tôt. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos cas d'usage. Si vous avez des besoins, vous avez des produits sensibles ou c'est important, qui peuvent être souvent rappelés ou qui ont des choses un peu critiques, on peut parler de lait infantile par exemple, ou quoi que ce soit, là, l'investissement peut être pertinent. Maintenant, il faut mesurer en fonction de vos cas d'usage et de vos besoins. Mais effectivement, ça sous-entend, si on veut mettre de l'information dynamique, ça sous-entend qu'on doit faire évoluer les systèmes d'impression en ligne de production. Et pour compléter, je prends le cas d'usage de Maison Chancerelle qu'on n'a pas indiqué ici, mais ils l'ont mis notamment sur des références produits, sur une boîte de thon notamment, voilà ici. Eux, ils commencent par de la donnée statique. Maintenant, ils ont indiqué qu'ils étaient déjà en cours pour travailler sur de la donnée dynamique, notamment parce que eux, ils ont un besoin, c'est de donner des informations de traçabilité sur les zones de pêche. Donc, eux, dans les prochaines années, vont se diriger vers un QR code dynamique, mais déjà pour avoir la méthodologie, bien comprendre les spécifications de marquage, faire de la place sur le packaging, etc. Ils se sont orientés sur le premier échelon, la première step, on va dire, le statique, pour ensuite passer sur du dynamique. Effectivement, ça a d'autres contraintes. C'est ce qu'on indiquait sur une slide précédente. Il y a des contraintes qui sont différentes sur l'aspect dynamique. Est-ce que vous avez des contacts, des recommandations pour les équipements d'imprimante et tout ce sujet plus technique, opérationnel, à conseiller aux participants? On a un panel de GS1 partenaires assez large. On a de grands noms comme Domino et Markem Images qui fonctionnent, qui travaillent déjà sur du QR code augmenté, sur différentes typologies d'impression, que ce soit sur du jet d'encre, de la gravure, etc. Donc on en a plusieurs. Donc ça, après, c'est en fonction de vos besoins, de ce que vous avez. Il y a des choses qui peuvent être juste évoluées. Donc ça, on pourra avoir au cas par cas. Très bien, merci. Comment sont gérés les aspects RGPD pour les QR codes? RGPD? Oui. Est-ce qu'il y aurait un exemple? Mais du coup, ouais, on parle là aussi de réglementation. Je pense Coralie, que est-ce que tu peux poser ta question à l'oral, éventuellement, pour aller un peu plus dans le détail? Certainement comment la RGPD
oui, vient contrôler ce qui est mis sur les pages. Vous avez des... Peut-être enfin, quelles sont les informations qu'on récupère au niveau des scans. Ça, aujourd'hui, au niveau scan, on a la possibilité de récupérer des informations qui sont compliant RGPD, notamment l'adresse IP, qui peuvent nous donner une notion vague de où est-ce que ce scan peut être fait en termes de zone géographique. Maintenant, ça, c'est des choses qui sont, comme on le disait, le nom de domaine vous appartient, donc c'est vous qui avez la main sur ces données-là, et c'est vous qui devez être en conformité réglementaire au niveau RGPD. Et ça, pour le coup, c'est exactement comme ce que vous faites actuellement avec vos pages web, etc. Donc, ce sera exactement la même politique qu'il faudra appliquer pour les QR codes augmentés. Ce ne sera pas GS1 qui va gérer ces données, en effet. Et donc, il y a des contrôles sur ces données-là, et ça existe actuellement. C'est déjà mis en place. Après, je vous avoue que moi, À j'ai vérifier. pas la connaissance sur ce sujet, mais nous, on ne gère pas les aspects RGPD, c'est à la marque elle-même, puisque c'est son nom de domaine, ce sont ses pages web. Nous, C'est la marque qui peut récupérer ou non ces informations. C'est ça. Donc, c'est pour ça que on est tierce sur ce sujet-là. D'accord. Avec quel générateur de QR code augmenté sont créés les QR codes imprimés en ligne de production? Ça, pour le coup, n'importe quel générateur de QR code peut générer des QR codes augmentés. Maintenant, c'est en fonction du matériel d'impression qui sera sur votre ligne de production. On a parlé de différents offreurs de solutions lors de ce call-là. Chacun aura sa solution. On peut penser aussi à du Nice Label, on peut penser à plusieurs choses qui peuvent fonctionner. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Ouais, peut-être prendre contact avec nous s'il y a des projets là-dessus pour qu'on oriente. Ouais. Après, on a un aspect de neutralité qui est important, c'est-à-dire que on a une liste d'offreurs et on la met à disposition, mais on ne mettra pas en avant un offreur de solution plutôt qu'un autre. Est-ce que la lecture du QR code augmenté ne concerne que la grande distribution ou tous les circuits de distribution, notamment les circuits trad? En soi, l'ensemble des systèmes de caisse à un moment donné dans le retail pourrait être concerné, mais non, dans les faits actuellement, c'est quand même plutôt la grande distribution qui est en phase sur le sujet. Donc les grands frais, Carrefour, etc. Je pense que cette transition dans cette globalité-là, à la maille la plus fine, est possible, mais prendra plusieurs années. D'accord. Une dernière question. Pour générer un QR code dynamique, il va falloir travailler avec les éditeurs de RP Agro. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire. Anne, Sani, si vous voulez poser la question à l'oral. Et donc, la deuxième partie, c'est... Bonjour. 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 Actuellement, dans l'agro, on travaille souvent avec des ERP agro, notamment chez nous avec VIF. Nous, on imprime en ligne le code à barre et un QR code interne avec DLC et numéro de lot via notre ERP VIF. Donc, je pense que c'est quand même les éditeurs de RP qui doivent aussi se mettre en conformité pour pouvoir générer ce genre de QR code. Je ne sais pas, mais en agro, c'est important. Tout dépend de l'ERP que vous avez. Là, vous avez cité VIF, mais en général, les ERP fournissent les codes, vont générer les codes. Et ensuite, comment ça va se matérialiser, c'est plus au niveau packaging que le code barre va être généré avec ce code-là. Et là, on parle vraiment de la génération de la symbologie. Je pense que ce qu'un ERP peut faire facilement, c'est générer un digital link, donc le lien qui sera encodé dans le QR code, et ensuite, avec les informations dynamiques qui seront mis qui peuvent être récupérées en ligne de prod, il y aura un générateur tierce de l'ERP qui va pouvoir, lui, générer le QR code avec l'information que VIF va lui donner, donc le nom de domaine et le GTIN qui seront déjà renseignés, et les informations de la production pour les concaténer et générer ce QR code-là. D'accord. Merci Vincent, merci Yacine. Pour l'instant, pas d'autres questions. On a légèrement dépassé la durée prévue.
Bon, personne ne se manifeste, donc je pense que c'est bon. Dans tous les cas, comme vous l'avez dit, on va transmettre le support de présentation, Tout à fait. l'enregistrement sur demande, et puis vous êtes disponible si des personnes veulent poursuivre avec, voilà, avec une application spécifique à chaque entreprise. Tout à fait. Et, écoutez, on espère en tout cas qu'on a répondu à la majorité des questions, que ça vous a apporté des compléments d'information pour ceux qui connaissaient le QR code augmenté GS1, ou en tout cas, ça vous a permis de découvrir ce standard-là. Et comme l'a dit Clotilde, si besoin, Yacine et moi-même, on est à disposition pour continuer les échanges. Mais ça a été un grand plaisir en tout cas d'animer ce webinaire. Merci beaucoup. La caméra, peut-être. Ouais. De même, On voit merci vos beaucoup. commentaires qui sont assez sympas et positifs, Ouais. donc merci beaucoup pour Super. tout ça. Merci. Merci à tout le Merci. monde. Merci, merci Nathalie, merci Audrey de l'Occitanie voilà, qui ont aussi organisé le tout. À très bientôt. Bonne journée à tous et n'hésitez pas si vous avez des Merci. questions. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Merci. À bientôt. Au revoir.